quelques minutes pour prendre du recul à propos de la photosynthèse, mais avec votre livre. Dans la plupart des écosystèmes, le flux énergétique entrant principal, c'est l'énergie lumineuse. Elle permet aux êtres vivants chlorophylliens, donc verts, d'assimiler le carbone minéral atmosphérique, CO2, ou dioxyde de carbone, et d'autres éléments provenant notamment des racines, H2O, sels minéraux. L'énergie solaire est alors convertie en énergie chimique, utilisable pour fabriquer la matière organique de la plante. À cette occasion, du dioxygène ou O2 est rejeté. Ce mécanisme s'appelle la photosynthèse et son équation est à connaître. 6CO2 plus 6H2O donne C6H12O6, soit du glucose, plus 6O2. Le tout sous dépendance de l'énergie lumineuse. Une plante verte, telle que l'élodée étudiée en cours, est composée de cellules. Au microscope, nous apercevons des organites verts dans le cytoplasme, ce sont les chloroplastes. C'est ici le siège de la photosynthèse. Une coloration à l'eau iodée, réactif qui passe du jaune au noir en présence d'amidon, montre bien que la lumière est indispensable à cette photosynthèse. À gauche, l'eau iodée ne réagit pas en contact avec l'élodée qui est placée à l'obscurité. La plante n'a donc pas fabriqué de matière organique, la photosynthèse n'a pas eu lieu. À droite, par contre, nous observons différentes taches noires. Il y a bien donc eu photosynthèse au niveau des chloroplastes. Ce chloroplaste est un organite compartimenté. Il est limité par une membrane externe et interne, et il contient d'une part les thylakoïdes, sorte de sacs aplatis. Ils sont verts car ce sont eux qui contiennent les molécules de chlorophylle. D'autre part, on trouve le stroma. C'est une structure proche d'un gel hydraté qui constitue l'intérieur du chloroplaste. Retenez bien, thylakoïdes et stroma, car c'est cette compartimentation qui explique que la photosynthèse se déroule en deux parties. Une phase photochimique, directement dépendant de la lumière, au niveau des thylakoïdes, et une phase chimique dans le stroma. Commençons donc par étudier la phase photochimique sur la membrane des thylakoïdes. Dans les thylakoïdes, il n'y a pas que la chlorophylle, mais tout un ensemble de pigments que l'on a pu séparer lors de la chromatographie. Ensemble, ces pigments collectent les photons issus de la lumière et transfèrent en partie l'énergie reçue vers la chlorophylle A, qui se retrouve dans un état dit excité. Elle devient un centre réactionnel responsable de réactions d'oxydoréduction, qui permet au final de transférer les électrons du couple H2O-O2 vers le couple R-RH2. Cette réaction produit également de l'ATP. Alors, si vous vous demandez pourquoi les réactions ne sont pas plus détaillées ici, eh bien, c'est parce qu'en réalité, c'est une multitude de réactions d'oxydoréduction qui permet de produire ce composé réduit que nous appelons RH2 et non pas nicotinamide adénine dinucléotide phosphate de son vrai nom. Alors, qu'est-ce qu'on retient? Eh bien, on prend son livre à la page 27 et on lit le bilan qui correspond. La phase photochimique correspond à une réaction d'oxydoréduction entre l'eau et les composés R. Cette réaction est réalisée au niveau des thylakoïdes et nécessite de l'énergie chimique. C'est la chlorophylle A qui rend possible cette réaction en convertissant l'énergie lumineuse absorbée par les pigments chlorophylliens en énergie chimique. Je remarque au passage que ce RH2 et cet ATP vont être utilisés ensuite dans la phase chimique qui se déroule dans le stroma. L'expérience de Kelvin et Benson consiste à cultiver des chlorelles en suspension dans un milieu favorable à la photosynthèse, avec beaucoup de CO2 qu'on peut injecter ici et également une forte lumière. On injecte ensuite du CO2 radioactif et en fonction du débit de la pompe, les chlorelles qui circulent le long du tube vont être en contact plus ou moins longtemps avec ce CO2 radioactif. Lorsqu'elles tombent enfin dans l'éthanol, elles sont figées et une chromatographie permet de séparer les constituants du mélange. L'autoradiographie révèle enfin toutes les molécules
contenant du carbone radioactif. On voit que les chlorelles ont d'abord utilisé le carbone pour fabriquer de l'APG, puis du triose et de l'exosphosphate, et enfin du RUBP. C'est cette expérience qui a permis aux scientifiques d'aboutir au cycle de Calvin, qui résume l'ensemble des réactions se déroulant dans le stroma. Du CO2 est incorporé et transformé en acide phosphoglycérique. Cette molécule est réduite en triose phosphate grâce aux composés RH2 et ATP qui proviennent de la phase photochimique. Ces molécules permettent à la plante de fabriquer sa propre matière organique, par exemple du glucose, de l'amidon, mais aussi elles permettent de redonner une nouvelle molécule, le ribulose bisphosphate, qui pourra de nouveau fixer du CO2 pour pouvoir recommencer le cycle. Finalement, le cycle de Calvin consiste donc à réduire le CO2 en matière organique. Alors, qu'est-ce qu'on retient? Eh bien, on reprend encore une fois la page 27 et le bilan qui correspond. Au cours de réactions constituant le cycle de Calvin, du glucose est produit par incorporation du CO2 en utilisant les produits RH2 et ATP de la phase photochimique. Le CO2 est d'abord fixé sur un accepteur à 5 atomes de carbone qui est régénéré en permanence. L'ensemble du schéma vous permet donc de mieux appréhender le bilan qui est page 26. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez vous entraîner avec le sujet de 2014, tombé aux Émirats Arabes Unis. Bon courage!